Vladimir Poutine et ses commandants du Kremlin sont en train de brûler leur armée vive et ils ont de plus en plus de mal à recruter suffisamment de nouvelles troupes pour remplacer celles qu'ils ont perdues. C'est ici même le début de la fin. Sur le papier, il n'y a aucune raison pour que cela arrive. Au début de la guerre, la Russie pouvait faire appel à une force bien plus importante que son adversaire. Elle ne disposait pas seulement d'un avantage massif en termes d'effectifs, mais elle avait aussi des avantages dans tous les autres domaines importants. Du nombre de chars et de véhicules blindés à sa disposition à son armée de l'air, qui était et reste bien plus grande et plus forte que celle de l'Ukraine. Avec un bon plan tactique et une réflexion stratégique intelligente, la Russie aurait pu et aurait dû être en mesure d'atteindre ses objectifs. Elle aurait quand même subi des pertes, mais elle aurait pu faire un travail considérablement meilleur et plus efficace dans cette guerre si elle l'avait prise suffisamment au sérieux et si elle n'avait pas commis les erreurs fatales de sous-estimer terriblement son adversaire et d'agir avec une arrogance obstinée sans cesse. Au lieu de cela, la Russie a commis ses erreurs, et non seulement elle n'a pas réussi à atteindre ses objectifs déclarés, mais au fil du temps, ses pertes ont commencé à s'accumuler, dépassant un jalon sinistre après l'autre. En juillet 2024, des rapports ont révélé que le pays avait subi un nombre stupéfiant de 500 000 pertes estimées. Moins d'un an plus tard, en juin 2025, le nombre de victimes du Kremlin a dépassé le million. Et les pertes ont continué jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Au début de 2026, on rapportait que les pertes totales de l'armée russe avaient dépassé 1,25 million de soldats, tués ou blessés. C'est sans précédent. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Russie ou l'Union soviétique a été impliquée dans de nombreuses guerres. Elle a subi 120 décès en Corée, entre 1950 et 1953, 669 autres en Hongrie. En 1956, 96 en Tchécoslovaquie. En 1968, entre 14 000 et 16 000 lors de sa guerre de 10 ans. Avec l'Afghanistan de 1979 à 1989, et encore 12 000 à 25 000 décès, estimés lors de 2 guerres avec la Tchétchénie dans les années 90 et 2000. Même si l'on additionne tous ces décès de plusieurs guerres sur 6 décennies différentes, le total n'est qu'une fraction des centaines de milliers de décès estimés que la Russie a endurés en Ukraine. Il en va de même pour le nombre total de victimes, et pas seulement les décès. En effet, après avoir analysé les chiffres, le média d'information ukrainien Against the News a écrit sur Telegram: le nombre total de pertes dans l'armée russe pendant les 4 années de guerre a été 5 fois supérieur au nombre total de victimes soviétiques pendant toutes les guerres depuis la Grande Guerre patriotique. Il a été 17 fois supérieur aux pertes de l'Union soviétique dans la guerre en Afghanistan et 11 fois supérieur aux pertes russes dans les 2 guerres de Tchétchénie. Il s'agit véritablement de la bataille la plus sanglante et la plus brutale pour la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale, et cela ne fait qu'empirer. Les chiffres montrent que le taux de perte de la Russie n'a fait qu'augmenter avec le temps. En 2025, par exemple, la Russie a subi le même nombre total de pertes que pendant les 3 premières années de la guerre combinée. Au cours du dernier mois de 2025, la Russie a perdu environ 35 000 soldats. La tendance s'est poursuivie en 2026 avec environ 30 000 pertes supplémentaires estimées en janvier. Il y a 2 grandes raisons pour lesquelles cela s'est produit et continue de se produire. La première se résume à un seul mot: l'obstination. Tout au long de la guerre, la Russie a fait preuve d'une remarquable réticence à s'écarter de ses doctrines. Elle a persisté avec les mêmes tactiques inutiles à maintes reprises, même lorsque ses stratégies exactes n'ont pas donné de résultats positifs sur le champ de bataille. Les commandants russes ont refusé de modifier leur optique de quelque manière que ce soit. Ils ont jeté d'innombrables hommes dans le hachoir à viande, en s'appuyant presque exclusivement sur ce que l'Ukraine a appelé la tactique de l'assaut à la chair à canon,
qui consiste essentiellement à ordonner à une escouade d'assaut russe d'attaquer les positions ukrainiennes sans beaucoup, voire sans aucun soutien blindé pour les aider ou les protéger. Pour aggraver les choses, bon nombre des soldats qui composent ces équipes d'assaut sont mal entraînés et équipés, ce qui leur donne encore moins de chances de survie. Il n'est donc pas surprenant que la Russie ait subi autant de pertes, car elle a fondamentalement fait du sacrifice humain un pilier fondamental de toute sa philosophie militaire en Ukraine. Le Kremlin a clairement fait savoir au monde entier et à sa propre armée qu'il n'a aucun scrupule à mettre leur vie en danger et à laisser s'accumuler les piles de corps russes, si c'est ce qu'il faut pour capturer l'Ukraine, une mince parcelle de terre à la fois. D'une part, il y a une certaine logique tordue dans les tactiques de la Russie. Étant donné que le pays dispose d'une force nettement plus importante que l'Ukraine, il devrait en théorie être en mesure d'écraser son ennemi au fil du temps, en utilisant ses assauts de force brute pour user ses défenses avant de finalement percer et de progresser vers la victoire. D'autre part, ce n'est pas ainsi qu'une grande superpuissance militaire devrait agir. Un pays doté d'esprit et de tacticiens militaires forts ne s'en tiendrait jamais à une tactique qui s'est avérée si inutile et gaspilleuse, produisant de lourdes pertes pour les gains les plus minimes. Il devrait être capable de penser de manière plus stratégique que cela, en utilisant les nombreux avantages à sa disposition pour concevoir des moyens de pénétrer les lignes défensives ukrainiennes et de capturer des territoires clés. Mais la Russie ne semble pas consacrer beaucoup de temps, d'efforts ou d'énergie à la réflexion stratégique. Elle préfère plutôt continuer obstinément avec le même plan que toujours, croyant obstinément que tout finira par s'arranger. C'est pourquoi, même des années après le début de la guerre, nous voyons encore les mêmes types d'histoires se dérouler, les mêmes assauts inutiles, les mêmes déséquilibres extraordinaires en termes de pertes et de victimes entre les deux camps. Prenez Kupiansk, par exemple. La ville est située à un endroit stratégique dans la région de Kiev. Elle est bien connue comme un nœud ferroviaire crucial, avec de fortes liaisons de transport plus loin en territoire ukrainien. En tant que telle, elle est une cible de choix pour les forces russes depuis un certain temps, et le contrôle de la ville est passé d'un camp à l'autre à plusieurs reprises au cours de la guerre. La Russie s'en est emparée en février 2022, par exemple, avant que l'Ukraine ne reprenne le contrôle lors de la contre-offensive de 2022 KE. Les forces russes ont de nouveau pénétré dans la ville fin mai 2024, mais ont été forcées de se retirer peu après. Fin 2025, la ville était de nouveau partiellement occupée par les troupes du Kremlin. Mais en septembre 2025, les forces ukrainiennes ont de nouveau mené une opération de contre-offensive visant à débarrasser la ville des saboteurs et des groupes de reconnaissance russes restants. Certains des meilleurs combattants du pays ont été envoyés dans la région, notamment des membres de la célèbre 13e brigade quartier. Lentement mais sûrement, ils se sont faufilés à travers les forêts autour de la ville pendant les mois d'automne, avant de progresser vers Kupiansk et de finalement hisser leur drapeau national au-dessus des ruines du bâtiment du conseil municipal. Les troupes de Kiev ont été étonnamment efficaces. Selon une évaluation des renseignements partagés avec l'armée britannique, les forces ukrainiennes ont réussi à tuer 27 fois plus de Russes qu'elles n'en ont perdu dans leur combat pour reprendre le contrôle de Kupiansk. Bien que les chiffres exacts n'aient pas été publiés, on pense que les Ukrainiens en progression ont réussi à encercler environ 200 soldats russes tout en blessant ou en tuant des milliers d'autres dans la région au cours de l'année 2025. Quelles que soient les statistiques exactes, un rapport de tués de 27 contre 1 est hallucinant. Cela montre à quel point la balance a basculé en faveur de l'Ukraine et à quel point la Russie saigne à cause de ses tactiques absurdes et carrément stupides. Ce n'est pas un cas isolé. Les statistiques et les rapports militaires montrent que l'Ukraine surpasse constamment la Russie sur une grande partie des centaines de kilomètres de lignes de front qui séparent les deux forces. Le rapport de tués à certains endroits stratégiques a atteint jusqu'à 1h20, voire 1h25, tandis que la moyenne globale se situe autour de 1h06 ou 1h07, variant légèrement selon la source.
cela signifie que même dans les zones les plus compétitives, les forces ukrainiennes éliminent encore jusqu'à 7 soldats russes pour chaque soldat tué. Maintenant, avant de voir pourquoi ces chiffres sont si insoutenables et l'autre grande raison derrière eux, vous regardez le Military Show. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment. L'incompétence tactique de la Russie ne représente que la moitié de l'histoire de ses pertes catastrophiques. L'Ukraine mérite également une grande part du mérite. Car alors que toute la campagne russe a tourné autour d'attitudes obstinées et d'un engagement inébranlable envers les mêmes stratégies inutiles, l'effort défensif de l'Ukraine a été une histoire complètement différente. Dès le premier jour de la guerre, les forces de CSC de KSI ont prouvé qu'elles savaient innover. Elles n'ont pas peur de sortir des sentiers battus, de bousculer les choses et d'adapter leur stratégie aux conditions changeantes du conflit. Ne jamais s'en tenir à la même tactique trop longtemps, toujours à la recherche de nouvelles façons de surprendre et de prendre son ennemi au dépourvu. La guerre de l'Ukraine s'est construite sur le fondement de l'adaptabilité et elle a récolté les fruits de cette approche à d'innombrables reprises. En fait, à bien des égards, c'est grâce à la capacité de l'Ukraine à imaginer tant de stratégies intelligente que le pays est toujours dans cette guerre aujourd'hui et qu'il a fait un travail aussi remarquable en défendant ses territoires et en empêchant la Russie d'avancer et d'atteindre ses objectifs. Nous pouvons examiner, par exemple, la façon dont l'Ukraine s'est adaptée à la guerre des drones, comme un exemple de sa remarquable capacité à innover à la volée. Lorsque la Russie a commencé à utiliser des drones pour bombarder les villes ukrainiennes, détruisant les infrastructures civiles et tuant d'innombrables personnes innocentes, Kiev aurait pu céder ou craquer. Au lieu de cela, elle s'est adaptée et a évolué. Elle a travaillé au développement de sa propre armée de drones avec des dizaines d'entreprises de forces prises de défense dans tout le pays, créant un arsenal varié de véhicules aériens et de surface sans pilote pour riposter contre la Russie. Elle est devenue un chef de file mondial dans la technologie des drones, orchestrant des attaques comme les frappes emblématiques de l'opération Spiderweb sur les aérodromes. Russe à l'été 2025 et d'innombrables autres attaques réussies contre des dépôts de carburant ennemis, des raffineries de pétrole, des usines de production, des installations de stockage de munitions et d'autres cibles de grande valeur. Les forces ukrainiennes ont également trouvé des moyens d'exploiter leurs drones sur toute la longueur et la largeur des lignes de front, transformant des zones entières en de véritables pièges mortels pour toutes les malheureuses escouades d'assaut russes qui osaient y mettre les pieds. Cela a permis aux drones ukrainiens d'éliminer un nombre croissant de personnel russe au fur et à mesure que la guerre progressait. 24 600 en octobre 2025, par exemple, suivi de 26 100 un mois plus tard, puis d'un nombre stupéfiant de 33 000 un mois après cela. Et les drones ne sont pas la seule façon dont l'Ukraine réduit l'avantage de la Russie en matière d'effectifs. Les forces armées du pays ont également développé d'autres tactiques efficaces de première ligne, comme la stratégie de l'appât et du saignement, qui consiste à attirer les équipes d'assaut russes sur des chemins prédéfinis, en faisant semblant de fuir les positions défensives, en endormant l'ennemi dans un faux sentiment de sécurité et de confiance, avant de faire pleuvoir le feu sur lui avec de l'artillerie, des drones et des munitions rôdeuses d'en haut. D'en haut. Grâce à des tactiques comme celle-ci, l'Ukraine ne se contente pas de porter un coup dur à la force en profondeur de l'armée russe, mais elle empêche également la machine de guerre du Kremlin de pouvoir progresser dans de nombreuses zones clés. En effet, les graphiques montrent que la Russie progresse à certains des rythmes les plus lents de toute son histoire militaire, gagnant les plus petites poches de terrain dans des zones comme Kupiansk, Chassifiar et Pokros, tout en perdant des milliers de soldats dans le processus. Et il est probable que la situation empire encore pour les forces de Poutine à partir de maintenant, parce que l'Ukraine ne se contente pas de ses chiffres actuels. Elle veut aller encore plus loin en fixant à son armée l'objectif d'augmenter les pertes russes à environ 50 à 60 000 soldats par mois. Si cela se produisait,
Il n'y aurait pas de retour en arrière pour la Russie et la perspective que le pays doive admettre sa défaite et finalement se retirer du sol ukrainien deviendrait de plus en plus probable. Voici pourquoi. Pendant les premières années de la guerre, du point de vue de Moscou, il n'était pas forcément si important que le pays subisse de si lourdes pertes. Même lorsque l'Ukraine était capable d'éliminer 15, 20, voire 30 000 soldats russes par mois, la Russie était toujours capable de contrer ses pertes. Elle disposait de plusieurs méthodes pour ce faire, comme offrir de fortes incitations financières aux nouvelles recrues, cibler les personnes des régions les plus pauvres et promettre que leurs familles seraient richement récompensées si elles choisissaient de s'enrôler et de se battre. Les recruteurs russes ont également exercé des pressions sur les minorités ethniques, comme les immigrants des pays d'Asie centrale, allant parfois jusqu'à les menacer d'expulsion ou d'emprisonnement. Ils refusent de se battre. Le pays a même été vu offrir aux détenus, y compris aux meurtriers et aux violeurs, la possibilité de raccourcir leur peine de prison s'ils acceptent de se battre en Ukraine. Grâce à ces tactiques, la Russie a toujours été en mesure d'atteindre, voire de dépasser, ses objectifs de recrutement. Et cela a rendu la vie tellement plus difficile pour l'Ukraine, car même lorsque son armée connaissait un succès majeur sur le terrain, éliminant des dizaines de soldats russes et récupérant des terres perdues, de plus en plus d'escouades d'assaut ennemies sont rapidement arrivées pour remplacer celles qui avaient été perdues, comme une sorte d'armée invincible de style jeu vidéo. La Russie semblait avoir une réserve infinie de soldats, ne manquant jamais de reconstituer ses rangs et de maintenir la pression tout le long du front. Mais aucune armée n'est infinie. Même un vaste pays comme la Russie, avec sa population de plus de 140 millions d'habitants, n'a pas une réserve infinie de soldats à laquelle faire appel. Et finalement, les efforts de l'Ukraine ont commencé à s'avérer trop importants pour que le Kremlin puisse y faire face. En janvier 2026, par exemple, les chiffres montrent que la Russie a perdu 9 000 soldats de plus qu'elle n'a pu en recruter. Selon le ministre de la Défense du Royaume-Uni, John Healey, il ne s'agit pas non plus d'un incident isolé. Cela devient une tendance. Depuis plusieurs mois, l'armée russe a progressivement commencé à perdre plus d'hommes qu'elle ne peut en faire venir pour les remplacer. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Plusieurs années après le début de la guerre, le nombre de Russes qui sont réellement disposés à se battre en Ukraine a considérablement diminué. Et la plupart des personnes qui voulaient s'inscrire l'ont déjà fait. Maintenant, même avec les recruteurs qui offrent de grosses récompenses en roubles pour les nouvelles recrues, beaucoup de personnes valides qui vivent encore en Russie ne sont pas très intéressées à s'inscrire à ce qu'elles considèrent comme une mission suicide. En fait, les rapports montrent qu'un nombre stupéfiant d'un homme russe sur 25 a été tué ou mutilé depuis le début du conflit, laissant de moins en moins de personnes derrière qui sont disposées et capables de les remplacer. Le moral a également chuté, car les Russes ne sont pas aveugles. Lorsque la guerre a commencé, ils ont peut-être cru aux affirmations du Kremlin, selon lesquelles cette soi-disant opération militaire spéciale était nécessaire et qu'elle devrait être terminée en quelques semaines. Mais au fil des ans, les niveaux de confiance dans le gouvernement ont chuté de façon spectaculaire. D'innombrables familles russes ont été forcées de pleurer la perte de leurs proches ou ont vu des pères, des frères et des fils revenir à la maison avec des blessures qui ont changé leur vie et des esprits brisés. Cela va rendre de plus en plus difficile pour la Russie d'atteindre ses objectifs de recrutement. Et même si elle parvient miraculeusement à le faire, ses objectifs pourraient ne pas être assez élevés. Si l'Ukraine est capable d'améliorer encore son jeu et de commencer à éliminer 40 000 ou 50 000 Russes, voire plus, chaque mois, en tuant environ 60% ou plus d'entre eux et en blessant le reste, il n'y a aucune chance que la Russie puisse maintenir son armée. Ces chiffres vont enfin commencer à diminuer. Lorsque cela se produira, les opérations offensives le long des lignes de front vont ralentir. Les commandants du pays devront abandonner certains efforts offensifs pour en privilégier d'autres. Les escouades d'assaut deviendront plus petites et plus faibles, car les nouvelles recrues
auront encore moins de formation et d'expérience militaire que celles qui les ont précédées. Le moral continuera de baisser à un rythme record et de plus en plus de soldats seront plus susceptibles de déserter leur poste ou de brandir le drapeau blanc et de se rendre à l'ennemi à la première occasion. Et tout cela mène à une conclusion claire. La Russie n'aura aucune chance de remporter une quelconque victoire en Ukraine. Même si le pays augmente sa dépendance à l'égard des mercenaires et tente d'embaucher des soldats dans des endroits comme la Corée du Nord, l'Inde, le Pakistan, le Népal et l'Afrique, comme il l'a fait, il lui sera impossible de trouver suffisamment de ces personnes. En fait, les statistiques montrent que la Russie a réussi à recruter environ 17 000 de ces mercenaires jusqu'à présent dans divers pays, ce qui suffirait à peine à couvrir les pertes d'un demi-mois en Ukraine. Ainsi, alors que Poutine et ses commandants sycophantes continuent de faire de fausses déclarations sur la capture de terres précieuses et la poursuite de la victoire, la vérité est très faste et très différente. Non seulement le pays ne parvient pas à faire des progrès à des vitesses raisonnables, mais il perd plus de troupes que jamais auparavant. Et il est de plus en plus incapable de dissimuler ses pertes. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la gravité de la situation pour Poutine dans cette vidéo, qui explore comment le président russe a été forcé de voir ses forces s'effondrer comme un château de cartes face à une récente contre-offensive ukrainienne, ou consultez cette vidéo pour une analyse plus approfondie de la façon dont toute la guerre a été la décision la plus stupide de la carrière de Poutine et celle qui est sur le point de ruiner son héritage et de ruiner son régime une fois pour toutes. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également pour plus d'analyses perspicaces comme celle-ci et des reportages de dernière heure depuis les lignes de front de l'Ukraine.